Salut horreur personne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Halloween qui jusqu'à là, toutes les années précédentes, j'avais fait un top film recommandation. J'avoue, c'est pas ce que je vais faire cette année, j'ai voulu changer et plutôt partir sur une histoire à raconter en lien avec le cinéma. Si jamais vous souhaitez quand même un petit top de recommandations, si vous sautez en salle en ce moment, il y a Terrifier 3, j'aime pas le premier, je suis pas grand fan du 2 et le 3 je le trouve très bien. Il y a Motherland encore, si vous souhaitez, encore dispo dans quelques salles. C'est vachement sympa, c'est le dernier film d'Alexandre Aja. Et puis sinon, il va avoir The Substance, qui sort une semaine après cette vidéo. Ça va être assez dingue, c'est le seul film que j'ai pas vu là de ce que je suis en train de recommander, mais ça a l'air complètement dingue. Voilà, si vous sautez, il y a plein de films d'horreur qui sont dispo en ce moment en salle, puis après il y en a tellement toujours... dispo sur les plateformes en DVD Blu-ray. Pour ça, si vous sautez, vous avez toujours les tops des années précédentes si ça vous intéresse. Là aujourd'hui, on va parler d'un cas qui s'appelle le cas de Gérald Thomassin. 19 décembre 2008, à Montréal-Lacluse, dans l'Ain. Il est 9h du matin et un menuisier rentre dans le bureau de poste du coin et ne voit pas la gérante des lieux. Et la gérante de ces lieux, c'est Catherine Burgot. Et là où chaque matin, quand tu rentres dans le bureau de poste, tu croises Catherine, elle est pas présente. Bon, le menuisier s'inquiète pas plus que ça, il sonne une première fois en espérant de la faire venir. Toujours personne. C'est là qu'il va faire sonner une deuxième fois et il va être accueilli pas du tout par Catherine, mais par plutôt son chien, qui sort de l'arrière-pièce et lui fait comme signe de rentrer dans la pièce d'où il vient. Ce que le menuisier va faire, et s'apprête de découvrir le corps de Catherine Burgot. Ensanglanté, percé de multiples coups de couteau, Catherine est sans vie. À ne pas oublier qu'elle était mère de 2 enfants et attendait un 3e enfant depuis 5 mois. Premier suspect auquel la police s'oriente, c'est le menuisier. C'est quand même le premier sur les lieux, c'est lui qui a découvert le corps. On fait attention à lui, ça peut être potentiellement le coupable. Le deuxième coupable, quand même, qui peut être potentiellement assez crédible, c'est son ex-mari. Il faut savoir que les 2 premiers enfants de Catherine, elle a eu avec un premier mari, Mario. Et l'enfant qu'elle l'attendait depuis 5 mois, elle l'a avec un second mari. Le truc, c'est que le premier mari, il voue une certaine jalousie de sa femme parce que elle a un second mari, elle attend un nouvel enfant. Voilà, le premier mari a du mal à supporter cette situation. J'ai oublié que j'avais beaucoup parlé. Le problème avec cette histoire de jalousie, c'est qu'il y a de l'argent manquant dans la caisse. Et ce serait très peu raccord entre une histoire de jalousie et un vol finalement. Mais Mario, quand il passe à l'interrogatoire, il a des récits bizarres. Sa version de l'histoire change avec le temps, il revient sur ce qu'il a dit auparavant. C'est pas clair non plus de son côté. Comme par exemple, au début, il raconte le fait qu'il est tout seul chez lui, puis plus tard dans l'interrogatoire, il va dire qu'il a été chez un ami boire. C'est bizarre. Bon, malgré ce récit douteux, il sera complètement écarté parce qu'on va retrouver des traces ADN. Des traces ADN qui n'appartiennent pas à Catherine, donc qui appartiennent fortement au responsable du meurtre. C'est pas Mario. Et Mario va être définitivement écarté de cette histoire à partir du moment où les relevés ADN vont être pas du tout concordantes. Puis à la recherche d'un nouveau suspect, la police va s'orienter vers un individu étrange, souvent bourré, qui dit haut et fort que c'est un acteur, récemment vu en plus sur la tombe de Catherine, et son nom, c'est Gérald Thomassin. Il est né à Pantin en 1974, il grandit avec son frère, d'abord sans son père, puis ensuite sans sa mère, ancienne comptable qui aura des problèmes avec l'alcool et la drogue. Une fois qu'ils sont complètement abandonnés par leur mère, ils vont finir dans une famille d'accueil. Famille d'accueil qui va très mal se passer. Ils vont subir différentes violences, ils vont avoir plusieurs hématomes. Certains jours n'iront même pas à l'école parce que les bleus sont tellement voyants que les parents préfèrent pas les envoyer à l'école, éviter tout soupçon. Bon, même s'ils envoient pas les enfants pour éviter toute suspicion, ça va pas suffire et les enfants vont être écartés de cette famille-là. Gérald et son frère, maintenant qu'ils sont éloignés des familles d'accueil, ils vont être recueillis par la DAS, mais séparément. C'est déjà le bon début d'une vie de merde. Pour grosse ambiance, tout va bien. En 1990, Gérald il va accompagner un ami, passer un casting à la DAS toujours, pour passer un casting du prochain film de Jacques Doyon pour le film Le Petit Criminel. Le synopsis, c'est celui d'un frère qui a jamais connu sa sœur mais qui souhaite la retrouver, qui va jusqu'à kidnapper un policier et essaye de retrouver sa sœur avec cette solution. Je sais que dit comme ça peut être un peu étrange, mais c'est effectivement le synopsis du film et le film est vachement bien. Et pour trouver son personnage principal, le réalisateur, il veut pas d'un enfant qui qualifie de bourgeois, d'acteur classe moyenne, ça l'intéresse pas. Pour lui, on sera pas dans le concret, il veut un réel enfant de la DAS, d'où les castings à la DAS. Gérald Thomassin, lui, il en a eu vent quand même avant d'accompagner son pote de la présence de ces castings. On lui propose même de le passer avant qu'il accompagne son ami, mais lui, il est pas particulièrement intéressé, il s'imagine pas là-dedans, puis en plus, il a un CAP boulangerie. Puis le casting se fait et il s'y prête au jeu, et faut croire que Jacques Doyon est passionné par Gérald. Il le trouve convaincant, il trouve qu'il a une présence, une prestance, il n'imagine pas un autre enfant que Gérald. Et Gérald, comme il a rien à perdre en réalité, il va se prêter au jeu. Il accepte. Putain, je suis enrhumé maintenant.
Et les premières semaines de tournage, ça va être plutôt difficile parce qu'il faut répondre toujours présent quand on a besoin de toi, faut apprendre un texte, savoir le jouer, l'interpréter. Puis en plus, il est vachement impressionné de son compagnon de jeu qui est le policier, qui est un acteur qu'il a déjà vu auparavant dans d'autres films. Au fil du tournage, il se prête au jeu, il joue devant la caméra, il joue même en dehors de la caméra, il s'éclate sur le tournage, il dira même que c'est une seconde famille pour lui. Durant la 16e représentation des Césars, c'est l'année où Cyrano de Bergerac raflera tous les prix. Celui du meilleur film, celui du meilleur réal, celui du meilleur acteur, meilleur second rôle aussi. Donc quand vient celui du meilleur espoir, bah Vincent Pérez, on se dit pourquoi pas quand même, pourquoi pas. Et puis non, c'est pas le nom de Vincent Pérez qui sort, c'est celui de Gérald Thomassin. Le César est attribué à Gérald Thomassin dans Le Petit Criminel. Merci Jacques Doyon. C'est que Pierre Amzalak et son assistant Marc, je sais plus comment il s'appelle. Puis c'est tout, je sais pas quoi dire. Désormais, le César en poche, c'est une grande porte qui s'ouvre à lui, c'est le monde du cinéma. Il va faire différents films, il va même en refaire un avec Jacques Doyon. Mais le problème, c'est qu'il a désormais de nouveaux démons, l'alcool et l'héroïne. Dans les années 2000, il continue de tourner, notamment pour un film qui s'appelle Paria, où il interprétera le rôle d'un SDF. Le réalisateur de Paria, il citera « Ce qu'on a avec Gérald, c'est le côté documentaire authentique, et le côté fiction-sensibilité. Il me fait l'effet d'un gaz rare qui s'exprime bien à une certaine altitude, et qui peut exploser s'il redescend. C'est la même chose sur la distance du tournage. Il commence très fort, puis se dissout quand à mesure que la famille du film s'éparpille, et retombe dans ses problèmes de drogue. C'est très douloureux, et c'est pourtant la vie de Gérald, qui est déjà tellement du cinéma. Durant les années 2000, il va continuer à faire ses films de droite à gauche quand ses agents le retrouvent, parce que des fois, Gérald, sa vie déjà commence à partir en lambeaux. En 2008, il retrouve de nouveau Jacques Doyon pour le film Le Premier Venu. C'est l'histoire d'un homme qui suit une femme, comme ça, qui tout oppose, toujours sous tension, où tout peut basculer d'un moment ou à un autre, dans le drame absolu. Et ce sera son dernier rôle au cinéma. En début des années 2008, il déménage dans l'Ain, chez un de ses amis, pour l'aider à décrocher de ses addictions. Il trouve un loyer devant un bureau de poste chez qui il va régulièrement récupérer son RSA, et les soirs, il boit régulièrement pour retrouver ses démons. Et c'est ici qu'il va se faire interpeller par la police pour le meurtre de Catherine. Depuis la déclaration de deux femmes qui ont dit l'avoir vu sur la tombe, l'avoir dérangé, et sous l'emprise d'alcool, jouer la scène de comme quoi il aurait poignardé Catherine. Faute de preuves suffisantes, il va être relâché. Au fil du temps, il perd son logement et finit à la rue. Toute sa vie a été un peu bizarre, comme si qu'elle a déjà été écrite dans les films auxquels il a participé auparavant. Il joue un ZF qui va réellement finir. Il joue un enfant qui a vécu un passé très difficile, ce qui est réellement le cas. Il va être séparé dans le film d'une sœur, mais dans la vraie vie, il va être séparé de son frère durant un temps. Tout est vrai, tout est fiction en même temps, c'est vraiment étrange. Et les gens n'oublient pas que c'est potentiellement un acteur. Ça va lui jouer beaucoup de tort. Parce que si c'est un acteur, c'est un professionnel du mensonge. Il est capable de dire droit dans les yeux, non, je l'ai pas fait. Et en même temps, il est tellement convaincant dans la fiction qu'on pourrait croire que, du coup, ce qui lui arrive dans la fiction est la réalité. C'est ce qui lui arrive. Il est capable de choses horribles. Il est capable d'être une enflure. C'est rien de factuel, mais ça va lui jouer du tort dans la conscience collective, que ce soit les habitants et les enquêteurs. C'est par exemple là qu'il va se faire tabasser par l'ex-mari Mario, parce que lui, il est toujours persuadé que c'est Gérald, en fait, l'assassin. Et pourtant, il y a quelque chose qui a été fait, c'est les relevés d'ADN. Parce que je vous ai dit, hein, Mario a été écarté de l'affaire parce que les relevés d'ADN ne concordent pas avec celui de Mario, mais ils ne concordent pas non plus avec Gérald. Mario a été complètement évincé de l'histoire. Gérald, lui, il ne l'est pas complètement. Il reste quand même soupçonné par les gens. Et là, il y a un enchaînement qui se fait. Il y a déjà Mario qui va le tabasser. Il y a des anciens amis de buvette de Gérald qui ont changé leur version de l'histoire. On parle du fait qu'il aurait potentiellement grandement nettoyé son appart après quelques jours le meurtre, qu'il aurait soi-disant un couteau manquant dans ses affaires. Plein de choses changent au fil du temps, tout contre Gérald. Et tout ça, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Les gendarmes sont au courant. En 2013, Gérald, sous l'effet de médicaments et de l'alcool, il va appeler son frère, lui avouant qu'il en a marre de cette situation. Et il a pour volonté d'aller à la police, de dire qu'il est coupable, comme ça il saura la vérité. C'est ce qu'il dira à son frère par téléphone, son frère qui essayera de le convaincre qu'il n'est pas criminel, mais Gérald s'entête et dira par téléphone qu'il a tué Catherine, qu'il a volé cet argent et qu'il est un criminel. Le lendemain matin, Gérald rappelle son frère, lui avouant que c'est toujours sous l'effet de l'alcool qu'il a dit ça, qu'il va pas faire cette action parce que ça va défoncer sa vie. Le problème, c'est qu'il est déjà trop tard. Le téléphone de Gérald était sur écoute. Les gendarmes, il en faut pas plus.
il sera arrêté. Même si ses aveux sont sur le coup de l'alcool, même si dans le même coup de téléphone, il dit avant qu'il va faire exprès d'avouer qu'il est meurtrier pour savoir la vérité, il sera incarcéré. Et je vous rappelle, le fait qu'il soit acteur, ça va jouer dans la perception des enquêteurs, qui ne verront pas un gars qui essaye d'exprimer une vérité, mais potentiellement un gars qui essaye d'autant plus de les entuber. En 2016, il sera de nouveau relâché, toujours faute de preuves. Et là, on va avoir un enchaînement de situations. En 2017, un individu qui a été interpellé pour une toute autre affaire va être lié au meurtre de Catherine. Il expliquera notamment qu'il était avec Gérald le jour du meurtre de Catherine et qu'ils ont tous les deux assassiné Catherine et qu'ils ont tous les deux volé cet argent. Le problème, c'est que encore, avec le relevé d'ADN, l'individu en question il concorde pas. Mais c'est étrange parce que l'individu qui raconte cette histoire, elle paraît pas très fiable non plus. Il y a plein d'incohérences dans cette histoire d'après les enquêteurs. Donc ça c'est pour un premier individu, puis il y aura un second individu toujours interpellé pour une toute autre histoire. Lui, cet individu, il est ambulancier, mais son ADN va être concordant avec l'ADN qui a été retrouvé sur la scène de crime de Catherine. Et cet individu, il expliquera qu'il était effectivement sur la scène de crime, sauf qu'il est venu après le meurtre. Quand il est arrivé, Catherine était déjà décédée. Par contre, il avouera qu'il a effectivement volé l'argent se trouvant dans la caisse de la poste. Dans tous les cas, quels que soient les individus, il y a toujours une zone de flou. On ne sait pas qui est qui a fait quoi, c'est trop étrange, trop suspect dans tous les cas, et donc il est décidé de confronter les trois personnes, Gérald et les deux individus qui ont été interpellés depuis, en 2019. Une date est fixée. Les deux individus sont bien au rendez-vous, mais pas Gérald. Gérald n'est jamais arrivé. Donc on essaye de le trouver, ça le rend d'autant plus suspect. Le colloque de Gérald a bien déposé Gérald à la gare. Gérald a bien pris son train parce qu'il a même été amendé du fait qu'il n'a pas le billet de train. Il arrive bien à la gare de destination et depuis on a perdu sa trace. Gérald Thomasin n'a jamais refait surface, que ce soit auprès de ses proches, que ce soit auprès des enquêteurs, que ce soit auprès de n'importe qui, il est porté disparu. Et on ne sait pas et on ne saura certainement jamais ce qui est arrivé à Gérald Thomasin. C'est beaucoup, tourné longtemps. J'espère que cette petite vidéo elle vous a plu. C'est une histoire qui m'a passionné la première fois que je l'ai écoutée. J'adore ce fait que parce qu'il est acteur, il y a eu beaucoup plus de doutes qu'un autre suspect. Et d'ailleurs, Gérald Thomasin a plusieurs fois été de nouveau réinterpellé, alors que d'autres ont été écartés définitivement. Et si l'histoire par ailleurs vous donne l'occasion de découvrir les films de Jacques Doyon, c'est cool. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Like, abonne-toi, tu sais ce qu'il faut faire pour soutenir cette chaîne. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao.